Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on commence comme toujours avec notre focus, raconter le monde autrement, armé de sa caméra. C'est le choix de la journaliste Camille Courcy. Elle est donc journaliste et réalisatrice, elle se rend sur des terrains sensibles pour donner à voir et à comprendre ce que l'on ne montre pas toujours. Son portrait sera à découvrir dans un instant. Et puis pour notre talk, à l'approche de la présidentielle de 2027, une autre campagne a déjà commencé, c'est celle de la désinformation sur le climat, la santé ou encore l'économie. Certaines fausses idées circulent, se répètent et finissent parfois par s'imposer dans le débat public. Alors peut-on les repérer avant qu'elles ne deviennent virales? Et surtout, comment protéger notre droit à une information fiable? C'est tout l'enjeu de l'initiative Droit à l'info dont nous allons parler aujourd'hui avec Eva Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de Quota Climat qui est à l'origine de cette initiative avec un autre acteur. On découvrira tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord c'est le focus. Jeune reporter, elle couvre l'actualité dans une immersion totale. Camille Courcy partage sa vision du journalisme de terrain à travers des reportages engagés, un dévouement sans concession aux quatre coins du globe pour couvrir des événements à risque. Elle est notre influenceuse du jour, présentée aujourd'hui par Dylan Colère. 1, 2, 1, 2. C'est bon, je crois. On va pouvoir commencer. Elle représente une nouvelle vague de journalistes. Son nom, Camille Courcy. À 33 ans, cette reporter française a déjà parcouru beaucoup de chemins. Diplômée de l'école de journalisme de Cannes, Camille a rapidement compris que sa place n'était pas derrière un bureau, mais bien sur le terrain, là où l'histoire s'écrit. Son parcours débute sur les chaînes d'information en continu, mais l'appel de l'aventure est plus fort que tout. En 2021, elle prend une décision audacieuse, devenir reporter indépendante. Un choix qui va la propulser au cœur des zones les plus sensibles de notre planète. Sa spécialité, les reportages en immersion. Elle ne se contente pas d'effleurer la surface, elle plonge au cœur de ces sujets. Qu'il s'agisse d'explorer les tensions entre différentes jeunesses israéliennes ou de suivre le quotidien périlleux des démineurs en Irak, Camille va toujours au-delà des apparences. Partir au Bénin, donc en Afrique subsaharienne, à 18-19 ans seule, c'était vraiment la grande aventure. Et donc là, vraiment, en fait, c'était incroyable parce que j'ai dû apprendre à faire du journalisme à l'ancienne, comme dans les années 80. Donc il fallait se faire des contacts dans toutes les sphères de la société, dans les commissariats de police, dans des ministères, parmi la population, pour qu'on vous prévienne s'il se passe quelque chose dans un quartier, pour être réactif. Je pense que c'est la meilleure école d'apprendre à travailler comme ça. Armée de sa caméra, elle donne la parole à ceux que l'on n'entend que trop rarement. Jeunes Iraniens en quête de liberté, communautés marginalisées, victimes de conflits, elle leur offre une plateforme pour partager leurs histoires, leurs espoirs et leurs craintes. Mais ne vous y trompez pas, Camille n'est pas une tête brûlée. Chaque reportage est minutieusement préparé. Recherche approfondie, contacts locaux, apprentissage express des langues, rien n'est laissé au hasard. Et son travail ne passe pas inaperçu. Mais sa plus grande récompense reste sans doute les près de 128 000 abonnés qui suivent ses aventures sur sa chaîne YouTube, Camille Reporter. Elle incarne un journalisme de terrain, plus humain, qui replace l'individu au cœur de l'information. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail ne cesse d'en séduire plus d'un. Une promesse d'authenticité et de courage qui guidera peut-être quelques jeunes vers ce métier passionnant. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Et puisque vous avez profité d'un focus journalistique, vous n'allez pas être totalement dépaysé avec notre talk du jour, puisque nous avons déjà tous vu passer au moins une fois une information qui nous semblait évidente avant de découvrir quelques heures plus tard qu'elle était fausse ou sortie de son contexte ou alors carrément inventée. Le problème, c'est que ces récits ne naissent pas par hasard. Ils suivent en général les mêmes mécanismes, reviennent sous différentes formes et se propagent surtout très vite. Alors peut-on apprendre à les reconnaître? Quelles conséquences sur la démocratie s'ils se propagent et surtout comment les enrayer? C'est précisément l'objectif de Droit à l'info, une initiative portée par Quota Climat et le média Les Surligneurs dont nous allons parler tout au long de cette émission. Et pour en parler, justement, j'ai le plaisir de recevoir Eva Morel, secrétaire générale de Quota Climat. Alors, Eva, avant de parler de ce dispositif à proprement parler, je crois qu'il est tout de même important de présenter ce qu'est Quota Climat et vos missions. Oui, Quota Climat est une association loi 1901 qui travaille sur la représentation médiatique des questions environnementales. Notre postulat de départ, c'est que l'information,
cadre la manière dont les acteurs politiques, économiques et les citoyens agissent, et que si on ne parle pas suffisamment d'environnement dans l'actualité, on ne peut pas vraiment reprocher aux décideurs de ne pas agir et aux citoyens d'être anxieux ou paralysés face aux catastrophes climatiques qui s'amplifient. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient produire de la donnée, faire du plaidoyer et inciter les médias à davantage couvrir ces sujets. Et de plus en plus, en effet, on travaille sur les questions de désinformation. Et donc, c'était tout à fait logique d'en arriver à ce que vous allez présenter aujourd'hui, et ce que vous présentez déjà d'ailleurs, puisque ça a été lancé en avril, avec donc, le média Les Surligneurs. Ça s'appelle Droit à l'info. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes de ce projet ? Ouais, le postulat, c'est de se dire, en approche des élections présidentielles, on n'est pas en ordre de marche pour lutter contre la désinformation. On a beaucoup d'acteurs qui viennent vers nous et qui se sentent complètement démunis face à des narratifs qui vont soit les toucher eux, et là je pense à des journalistes qui travaillent sur l'environnement, à des scientifiques qui ont beaucoup témoigné pendant la vague de chaleur qu'on a vécue de manière très précoce en mai, que finalement être scientifique et alerter sur le climat, c'était potentiellement s'exposer quasiment à des menaces de mort, et des ONG environnementales qui de plus en plus sont exposées. On a aussi une problématique que les candidats politiques en tant que tels font face à des narratifs de désinformation par certains autres candidats politiques auxquels ils ne savent pas forcément comment répondre. Et en direct, les journalistes politiques qui voient émerger des fausses informations n'ont pas forcément les tenants et aboutissants pour s'assurer qu'en live, il y ait de la contradiction. Donc nous, c'est tout ça qu'on a pris en considération et de se dire, il y a beaucoup d'acteurs qui font déjà du fact-checking, il y a beaucoup de choses qui existent, mais on n'a pas de gouvernance bout en bout, on n'a pas de système qui permet de travailler ensemble à lutter contre les narratifs de désinformation. Et donc on a lancé Droit à l'info avec le média Les Surligneurs, en effet, pour venir apporter une réponse et répondre à la question comment est-ce qu'on peut détecter de manière précoce des narratifs de désinformation avant qu'ils s'amplifient trop rapidement dans le débat public. Bon, et d'ailleurs, je précise, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement Les Surligneurs, c'est donc un média indépendant qui est connu notamment pour son travail de fact-checking et surtout d'analyse juridique de l'information. Donc, encore une fois, c'était tout à fait logique de travailler ensemble. Du coup, quelle est la cible de votre dispositif ? Il y a effectivement les journalistes, les citoyens, les politiques, c'est un peu tout le monde finalement. Alors, je pense qu'il y a deux types de cibles. Il y a les cibles premières, qui sont les relais d'opinion et d'information, les personnes qui vont vraiment impacter le débat public. Ça va être les journalistes qui sont exposés au direct, les journalistes politiques qui vont organiser, modérer les débats pendant les présidentielles. Mais on a aussi les têtes de réseaux associatives, par exemple France Nature Environnement, Réseau Action Climat, qui sont des réseaux d'ONG environnementales qui ont besoin d'être outillés pour faire face. Et quand on va élargir à d'autres thématiques, on va aller chercher des têtes de réseau sur d'autres thématiques aussi. Et ça va être aussi des entreprises, des partis politiques qui vont, en fonction des messages qui sont propagés, pouvoir être directement impactés. Et par eux, la cible, c'est le grand public qui, s'il est induit en erreur sur certaines grandes propositions qui vont être impactantes pour les présidentielles, pourrait être influencé dans son comportement de vote directement. Donc finalement, ce qu'on vient chercher à faire, c'est éviter que la désinformation impacte trop le scrutin des présidentielles. Bon, alors là, aujourd'hui, vous vous êtes lancé sur la problématique du climat. Vous avez pour vocation d'élargir ça à d'autres domaines dans les prochaines semaines. En revanche, pourquoi est-ce que l'élection présidentielle est un moment de tension particulièrement important ? Quel est l'intérêt, j'ai envie de dire, pour, par exemple, les politiques ou autres, de construire un narratif erroné autour de la question du climat spécifiquement ? Ce qu'on a constaté en Europe, c'est que les dernières élections ont été fortement impactées par la désinformation. C'est identifié comme l'un des principaux risques systémiques auxquels le monde est exposé à horizon 2030 par le Forum économique mondial. Mais concrètement, ça se matérialise par des élections qui sont invalidées en Roumanie, des élections qui sont impactées en Allemagne, en Hongrie, par soit des ingérences étrangères qui ont un intérêt à déstabiliser des démocraties modernes, soit par des acteurs économiques qui vont avoir un intérêt à défendre leur modèle économique et parfois à ralentir certaines normes qui sont finalement quasiment tranchées au moment des élections puisque les partis politiques s'engagent à mettre en place des mesures. Et ça va être aussi des acteurs d'extrême droite qui vont de plus en plus se positionner sur la désinformation comme un outil électoral. Et donc nous, ce qu'on vient essayer de faire, c'est de dire l'ensemble de ces intérêts convergent vers le fait que certaines thématiques soient principalement exposées à des narratifs de désinformation et que les effets soient particulièrement visibles dans des périodes démocratiques fortes comme les élections. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir leur propagation ? Et le climat en particulier, il faut savoir que c'est l'une des thématiques qui est principalement visée par la désinformation en Europe. Il y a un observatoire européen des médias digitaux qui a montré que pendant plusieurs mois de l'année 2025, c'était la thématique la plus ciblée par la désinformation en ligne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vient à un point focal qui est à la fois très exposé parce qu'il y a des catastrophes climatiques qui sont de plus en plus visibles.
Il y a de plus en plus de lois qui concernent le climat et ça fait écho à des propositions qui sont de plus en plus coûteuses. Par exemple, une taxe carbone, c'est coûteux. Le fait de progressivement enlever les voitures des centres-villes, c'est coûteux. Manger végétarien, c'est coûteux. Donc les gens se crispent. Ça fait appel à des valeurs, des ressentis sur lesquels les narratifs de désinformation viennent miser. Oui, vous l'avez dit, effectivement, vous avez mené des études. Et pour chiffrer un petit peu, pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, en 2025, c'est 665 cas de désinformation ou de mésinformation climatique dans les grands médias audiovisuels français que vous avez pu recenser. C'est un phénomène qui est en augmentation, en recul, qui stagne ? Alors déjà, on a très peu de données sur le sujet, donc on n'est pas vraiment en mesure de savoir comment ça a évolué dans le temps. La perception assez intuitive, c'est que ça s'amplifie. Il y a des études qui montrent qu'à partir du moment où la transition écologique a commencé à devenir palpable, coûteuse, ça a été de plus en plus conflictualisé. Et donc on voit qu'avec la conflictualité, il y a plus de narratifs de désinformation. Mais c'est difficile de se dire, aujourd'hui, il y en a 20 fois plus qu'il y a 10 ans. En revanche, ce qu'on est en capacité de voir sur les derniers mois, là on commence à nous produire de la donnée et à avoir un tout petit peu de recul, c'est qu'on constate que le phénomène à la fois évolue en ampleur, mais aussi en normalisation dans l'espace public. Au départ, on avait quelques médias et quelques réseaux qui étaient principalement impactés par des narratifs de désinformation, mais à mesure que le phénomène se normalise, on voit que certains narratifs sont aussi visibles dans des médias jusqu'à présent immunisés face au phénomène. Et donc nous, c'est ça vraiment qui nous inquiète, c'est de se dire à partir du moment où on entend une petite musique partout, même dans les médias qu'on considérait dignes de confiance, même dans des espaces de débat, même avec nos proches, on considérait que ces personnes-là, on pouvait les croire sur parole. C'est là que le doute commence à s'immiscer. Et on sait que le principal effet de la désinformation, c'est pas forcément de croire dans les fausses informations, mais c'est de ne plus croire en rien et de confondre faits et opinions. Et c'est aussi contre ça qu'on essaie de se mobiliser. J'imagine aussi que l'IA n'a rien dû arranger ces derniers mois dans cette question de la désinformation, notamment autour du climat. Alors non, déjà, elle n'arrange rien d'un point de vue exposition à la désinformation. On sait qu'il y a des modèles de langage comme par exemple Grok, qui est l'intelligence artificielle qui repose sur X, donc anciennement Twitter de Elon Musk. Là, on voit que clairement, quand on demande des informations sur le climat, c'est pas fidèle au consensus scientifique. Mais il y a aussi d'autres dynamiques un peu plus insidieuses, comme par exemple le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont s'informer à la source sur des modèles d'intelligence artificielle et que l'information qui est disponible en ligne va ensuite être synthétisée, hiérarchisée, et on va plus savoir exactement d'où elle vient, mais on va avoir un résultat qui apparaît et qui est considéré comme finalement une source d'information aussi plutôt plus ou moins fiable. On sait que par exemple, il y a un tiers des personnes pour les élections municipales en France qui ont consommé de l'information pour voter sur les intelligences artificielles et qui lui ont fait confiance pour impacter son comportement de vote. Donc c'est quand même assez intime comme relation à l'information. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où certains narratifs de désinformation existent sans contradiction suffisamment visible dans le débat public, ces modèles d'intelligence artificielle vont faire ressortir ce qui est le plus important en volume. Nous, on a fait la petite recherche de savoir comment est-ce que Quota Climat, par exemple, était dépeint dans certains modèles d'intelligence artificielle. Ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas très flatteur et que certaines enquêtes à charge contre notre organisation sont très fortement visibles, contrairement à d'autres contenus qui sont aussi de qualité. Donc l'intelligence artificielle, elle vient un peu reconfigurer la manière dont on s'informe, mais aussi dont l'information est hiérarchisée en ligne. Et ça, c'est des questions qui préoccupent aussi beaucoup les médias, dont le modèle économique repose sur le trafic sur leurs articles. Et puis, bien évidemment, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, ça me fait faire un petit pas de côté, mais pas tant, c'est que je pense aux réseaux sociaux. C'est aussi la difficulté aujourd'hui, la perméabilité des différents médias, le fait que lorsqu'une fausse information circule, par exemple, sur un plateau, après, elle se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et inversement, et peut-être potentiellement aussi dans des groupes de discussion et dans la réalité. C'est ça la difficulté ? Oui, en fait, cette porosité, elle est d'une part forte, mais elle n'est pas mesurée. C'est très difficile de se dire les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'ils consomment sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils vont encore consommer des médias traditionnels qui font l'effort d'aller en ligne ? Je pense notamment à Le Monde, Mediapart, qui communiquent beaucoup sur les questions d'environnement sur Instagram. Donc, est-ce que c'est ça que vont voir passer les jeunes quand ils s'informent sur l'environnement en ligne ? Ou est-ce qu'ils vont voir passer des contenus de nouveaux influenceurs, d'influenceurs qui ne sont pas même des journalistes, mais qui sont des influenceurs qui vont s'exprimer sur des modes de vie et qui vont intégrer cette dimension environnementale dans leur communication ? Et nous, ce qu'on sait, c'est que finalement, les médias traditionnels restent la source d'information la plus digne de confiance, qu'elle circule en ligne ou hors ligne. C'est la raison pour laquelle on est autant attaché à que, quelque part, l'intégrité de l'information soit encore défendue. Et c'est pour ça que, finalement, cette porosité, on joue avec pour se dire, si on arrive déjà à ce que l'information intègre persiste dans les médias traditionnels, ça aura aussi un effet sur les réseaux sociaux, parce que les médias sont aussi présents sur ces plateformes.
Bon, c'est passionnant tout ce que vous racontez et il est malheureusement déjà temps de prendre une petite pause. On reviendra pour continuer à parler de votre initiative Droit à l'info. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord cap sur la planète tech. Et a priori, on va retrouver un petit peu de légèreté avec le Zaptech de Dylan Colère, puisque lui agrège des vidéos plutôt pour vous divertir. Le plateau, je peux le replier en entier. Après, je peux l'ouvrir jusqu'à 6 personnes. Mais celui-là, il est encore plus impressionnant, je peux le mettre jusqu'à 12 personnes. On peut faire celui-là en premier, voilà. Oh non, mais j'adore le délire. Celui-là, il va jusqu'à 3 mètres pour 6 personnes. Et alors celui-là, c'est encore mieux. Là, j'ai 12 chaises assises. Et quand je l'ouvre, attention à toi. Oh mais j'adore. Non mais le délire les enfants. Non mais j'adore. Attends, bouge pas. Là, on peut s'asseoir dessus, mais c'est pas trop écarté. 6 mètres. 6 mètres, ouais, d'accord. Donc là, on est en plus, il est entièrement modulable. Je peux faire... Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur. Bienvenue si vous nous rejoignez sur School TV. Mon invitée aujourd'hui est Eva Morel, secrétaire générale de Quota Climat, avec qui on parle de l'initiative Droit à l'info. Je vous en dis pas plus, on continue dans le talk. Bon Eva, pour ceux qui nous rejoignent, on se replonge un petit peu dans le bain de ce qu'est Droit à l'info. Donc a priori une initiative qui permet de débunker les fausses informations, la mésinformation, la désinformation, tous ces termes-là. Et d'ailleurs, je vous propose peut-être qu'on en fasse une petite définition. Est-ce que les fake news, la mésinformation, la désinformation, c'est la même chose ? Alors, le phénomène global est plus ou moins la même chose, mais nous, on fait la distinction entre une fake news, qui est une fausse information, qui va être quelque chose d'isolé, de la mésinformation et de la désinformation. La mésinformation, c'est un contenu qui va être faux ou trompeur et qui risque d'induire le public en erreur. Et il se distingue de la désinformation par l'absence d'intentionnalité démontrée. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de dire que la personne qui prononce le propos veut nuire au public ou désinformer. Pour la désinformation, on est en capacité de le démontrer. Et nous, ce qu'on établit, c'est que dans les médias traditionnels, à partir du moment où une petite musique, un narratif se retrouve un certain nombre de fois, on peut attribuer la répétition à une intentionnalité quelque part, à un certain niveau, soit au niveau de la personne qui prononce le narratif, soit au niveau de la personne qui l'a créé et qui a voulu l'amplifier. Et donc c'est pour ça qu'on parle de cas de mésinformation et de narratif de mésinformation.
De désinformation. De désinformation. Et justement, ce qui est intéressant sur la désinformation, c'est que vous avez identifié, vous l'avez dit, que la désinformation, c'est très structuré. On a un narratif qui revient de manière régulière, des schémas récurrents, peu importe l'information sur laquelle on va se baser. Quels sont justement ces schémas qu'on peut retrouver ? Alors, nous, on a mesuré sur le climat en 2025 et on a identifié 19 narratifs de désinformation récurrents qui regroupent plus de 80% des cas de mésinformation qu'on a détectés. Ce que ça signifie, c'est qu'en effet, une grosse partie de la mésinformation, finalement, n'est pas originale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'anticiper. Et donc, les formes que ça prend, ça va être notamment autour des énergies renouvelables. C'est le premier gros sujet qui est exposé à la désinformation en France. Ça va être les énergies renouvelables variables coûtent énormément d'argent à l'État. Les énergies renouvelables ne sont pas fiables et causent des blackouts, ou encore les énergies renouvelables ne servent à rien parce qu'elles sont plus carbonées que d'autres modes de production d'énergie. On a ensuite les véhicules électriques qui sont très ciblés aussi par la désinformation. Là, les narratifs, ça va être surtout, ils sont pas plus polluants, enfin moins polluants que les véhicules thermiques, ou carrément ils sont plus polluants que les véhicules thermiques. Et ensuite, le troisième sujet qui a été très exposé en 2025, c'est le fait que la France n'est finalement pas une grande responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre internationales et que l'action climatique nationale de la France ne servirait pas à grand-chose. Et ce n'est pas vraiment un hasard que ces sujets soient aussi visibles, c'est qu'on a eu des textes de loi, des politiques publiques qu'on portait spécifiquement sur ces secteurs et sur ces thématiques. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la désinformation, elle a une cible. La cible, c'est des politiques publiques, donc des lois, des ambitions politiques à défendre, mais aussi des décideurs qui se font une idée de l'état de l'opinion et qui, s'ils pensent que l'opinion n'est pas forcément en soutien de ces mesures, peut être amené à réduire son ambition. Et c'est précisément l'objet des personnes qui défendent, par exemple, qu'il n'y ait pas forcément de régulation autour de l'énergie. Bon, ça veut dire qu'a priori, quand on entend parler de ces sujets, il faut être peut-être un petit peu plus alerte et s'inquiéter de ce qui est dit et de vérifier surtout les informations. Mais oui, déjà être vigilant, mais nous, ce qu'on défend, c'est pas tant une vigilance citoyenne diffuse, parce qu'on a le sentiment qu'en fait, on ne peut pas forcément se défendre face à des sujets qui sont trop techniques et où les manipulations de l'information, elles se font de manière subtile et bien élaborée. C'est vraiment un effort collectif qu'on a besoin de structurer et on a besoin d'être défendu par ceux qui nous informent et ceux en qui on fait confiance. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'adresse principalement aux journalistes, aux personnes qui ont une force de frappe dans le débat public pour s'assurer qu'eux soient bien alertes et soient en capacité de protéger leur audience. Bon, alors le climat, c'est votre première cible. On l'a dit, vous avez commencé en avril, donc il y a déjà du contenu disponible sur le site Droit à l'info. Mais c'est qu'une première étape, puisque a priori en juillet 2026, donc dans quelques jours finalement, vous souhaitez vous élargir à d'autres domaines. Oui, on sait que le climat, c'est un sujet sur lequel il y avait beaucoup de désinformation puisqu'on l'avait nous-mêmes monitoré avec l'Observatoire des médias sur l'écologie. Mais on a désormais envie de protéger le débat public en amont des présidentielles sur des sujets qu'on sait aussi très exposés, comme par exemple les sujets économiques, d'éducation, de société, internationaux, ou encore de santé environnementale. On parle en ce moment beaucoup du cadmium, des PFAS, de polluants éternels, qui sont des choses qui préoccupent beaucoup l'opinion, mais sur lesquelles il y a aussi beaucoup de désinformation scientifique. Et donc, c'est des sujets qui vont nous occuper pour les prochains mois. Bon, maintenant qu'on a un petit peu compris votre domaine, enfin le domaine sur lequel vous allez travailler, j'aimerais qu'on parle de la méthode. Aujourd'hui, elle est structurée en 3 étapes. La première, c'est de détecter, vérifier et ensuite diffuser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on travaille là-dessus ? Alors, on a mis dans le projet des acteurs qui ont des compétences très complémentaires. D'une part, des personnes qui savent manier des outils de social listening et de media listening, c'est-à-dire on brasse tout ce qui se dit à la télé, tout ce qui se dit à la radio et sur les réseaux sociaux pour identifier des narratifs communs qui soit remontent, mais qu'on connaissait déjà, soit qui sont nouveaux. Ensuite, on a une partie de décryptage de cette information, de vérification humaine par des fact-checkers qui sont habilités à le faire. Il faut savoir que la profession des fact-checkers, elle est assez encadrée. C'est des personnes qui ont une méthode scientifique qui permet d'aller fouiller et de savoir exactement ce qui est vrai, ce qui est faux parce que c'est infondé ou parce que c'est vérifiablement faux, et ce qui est trompeur. Et à partir de ça, nous, on va diffuser des alertes auprès d'un certain nombre de réseaux qui sauront impacter le débat public. Donc on va travailler avec des grands médias nationaux qui animent des débats, mais aussi des journalistes politiques, de rédactions qui sont spécialisées en politique, aussi des événements sur lesquels on peut avoir des prises de parole spontanées. C'est important de
savoir que ce qu'il dit est plutôt légitime. Et puis au niveau d'acteurs type économique, qui vont aussi finalement par la publicité, par des messages qu'ils transmettent des influenceurs, impacter l'information qu'on consomme au quotidien. Vous êtes aussi encadré d'un comité d'experts qui se réunit, je crois, de manière mensuelle, si je ne me trompe pas. Qui sont-ils, ces experts ? Autour de la table, on a actuellement 5 experts. On a une personne qui s'appelle Catherine Bertrand-Ferrandis, qui est une vétérinaire et qui est spécialiste de la désinformation en santé, notamment en santé des femmes, mais aussi santé animale. On a ensuite une personne qui s'appelle David Chavalarias, qui est chercheur au CNRS et qui travaille à l'Institut des systèmes complexes sur la propagation de narratifs de désinformation dans les algorithmes, donc principalement sur X, mais sur d'autres réseaux sociaux. On a une personne qui s'appelle Thomas Huchon, qui est un journaliste fact-checker. On a également une personne qui s'appelle Nathalie Bottero, qui est une sémiologue qui travaille sur la science du langage, et une personne qui s'appelle Laurent Cordonnier, qui travaille à la Fondation Descartes et qui est un sociologue spécialiste de la désinformation. Bon, effectivement, c'est plutôt assez varié, ces profils d'experts, et c'est ce qui va vous permettre et qui vous permet déjà de pouvoir analyser tout cela en profondeur. Vous comptez aussi sur les lecteurs, sur les citoyens, sur les journalistes pour vous faire remonter éventuellement les fausses informations, je crois. Oui, en fait, on ne se cache pas derrière nos modèles qui permettent de brasser des gros volumes de données. On sait qu'il y a aussi des solutions de terrain et juste des alertes qu'on peut recevoir de certaines personnes qui nous permettent de compléter les modèles et de prendre le pouls de signaux qui n'auraient même pas été détectés par ces modèles. Donc nous, on reçoit tous les jours des messages sur les sujets climat-environnement. C'est quelque chose qui nous permet vraiment d'affiner notre compréhension de ces signaux qui montent. On envisage de travailler avec des structures comme par exemple France Nature Environnement, qui ont des applications comme Sentinelle, qui sont très diffusées à l'échelle de la France et qui permettent de faire remonter des alertes, aujourd'hui sur des détériorations environnementales, mais ça pourrait être très bien sur des narratifs de désinformation. Donc il y a un ensemble de sources de données qui pourraient être complémentaires et qui pourraient nous permettre d'avoir un aperçu plus exhaustif de ce qui se dit dans le débat public, avec la volonté de travailler vite. Donc c'est-à-dire on aimerait travailler dans les 24 à 48 heures qui suivent l'émergence d'un narratif pour s'assurer que ce soit véritablement efficace, pour limiter sa viralité, mais aussi son caractère persuasif auprès du public ciblé. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on évalue le risque de propagation d'une fausse information ? Parce qu'il y a des niveaux différents, j'imagine. Oui, alors on est en train d'agréger un certain nombre de paramètres qui existent déjà. Par exemple, Viginum, qui est le service de l'État qui travaille sur les ingérences numériques étrangères, dispose ce qu'il appelle un breakout scale, qui est une échelle avec un certain nombre de critères qui permettent d'évaluer si un narratif de désinformation est dangereux. Ça peut être lié par exemple à la sphère où il circule. Si par exemple c'est que dans une sphère de complotistes, on peut considérer que finalement ça n'impacte pas le débat public. Mais à partir du moment où certains gros comptes vont le relayer, on peut se dire que ça va rapidement devenir viral. Donc ça, on regarde. La vitesse de propagation aussi, c'est une vitesse très rapide ou lente. La nature de l'information, par exemple, Brigitte Macron est un homme, c'est quelque chose qui est faux, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va considérer comme extrêmement dangereux, puisqu'on l'a déjà entendu, puis finalement, c'est pas un narratif crédible. Et les réseaux, ils circulent dans les médias. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça touche un média traditionnel, on peut considérer que ça va se répandre beaucoup plus vite que si ça circule dans quelques sphères en ligne où il y a un effet silo, finalement, enfin bulle de filtre, qui fait que ça la cantonne. Et donc là, on est en train d'agréger un certain nombre de critères qui existent pour se dire à partir de quel niveau d'alerte on réagit et à partir de quel niveau d'alerte on considère qu'il est dangereux de réagir. Parce que parfois, on peut amplifier des narratifs en les décryptant, en faisant l'effet, ce qu'on appelle stressant, c'est-à-dire donner plus d'intérêt à un sujet qu'il n'en mérite et finalement alimenter une machine qu'on veut combattre. Oui, la question peut-être la plus importante de cette émission, où est-ce qu'on peut retrouver, comment est-ce qu'on peut accéder à vos ressources ? Alors, on a lancé un site qui s'appelle droitinfo.org, qui est un site sur lequel on a tous les narratifs de désinformation qui ont circulé actuellement sur les sujets climat, mais bientôt sur les autres thématiques qui sont répertoriées. Il n'y a pas forcément de dynamique d'alerte sur le site, mais en revanche, sur le site, on peut rejoindre le canal WhatsApp public, qui est un canal d'alerte, et sur lequel on reçoit des notifications push dès lors qu'on a une alerte sur un narratif émergent ou récurrent qui serait réamplifié avec des éléments de décryptage et la possibilité de partager soit à nos proches, soit à des relais d'opinion qu'on considère comme influents et qui méritent d'être informés. Il nous reste très peu de temps dans cette émission, mais peut-être pour le mot de la fin, un petit conseil pour faire sa part à l'échelle individuelle et ralentir de manière générale la propagation d'une fausse information. Le conseil que je donnerais, parce que moi-même j'ai été prise au piège, c'est quand on ressent une émotion très forte, quand on consomme une information, il faut s'en méfier. Généralement, la désinformation mise sur des contenus qui vont avoir un effet choc, un effet waouh, nouveau, et généralement des émotions négatives,
pour nous inciter à partager et à alimenter la viralité de ce contenu. Moi, par exemple, pendant la COP30, j'ai vu qu'il y avait une autoroute qui était construite en plein milieu de la forêt amazonienne et j'ai été très choquée, donc j'ai diffusé cette information partout. Et en fait, on a compris par la suite que cette autoroute, elle avait déjà été construite et que ce n'était pas lié à la COP, donc ça ne décrédibilisait pas la COP. Mais c'était trop tard, je l'avais diffusé. Donc je pense que vraiment se méfier de ces émotions fortes et négatives qu'on peut ressentir, prendre un petit pas de recul par rapport à l'information et la vérifier via d'autres sources, c'est la meilleure chose à faire à l'échelle individuelle pour éviter de propager. Et puis surtout ne pas culpabiliser parce que ça peut nous arriver à tous. Le tout est peut-être aussi de rectifier l'information une fois qu'on sait qu'elle est fausse. Merci beaucoup Eva Morel d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes secrétaire générale de Quota Climat et on a parlé tout au long de cette émission de droit à l'info auquel vous pouvez accéder directement sur Internet ou sur la chaîne WhatsApp publique. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond comme toujours pour leur formidable travail et surtout merci à vous d'être fidèles à l'École du Futur. On se retrouve avec grand plaisir dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.